Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Catherine Stassin amène sa chronique « Je m'habille pour aller mieux ». À l'espresso et l'espresso allongé, Pierre nous propose les maladies psychosomatiques. Notre invitée en début de deuxième demi est Aurore Hulin-Moka. Elle nous présente le Nightline, un service d'écoute pour les étudiants. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. On y va maintenant avec notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, ta chronique « Je m'habille pour aller mieux ». Pourquoi pas? Oui, parce que en général, on s'habille tous le matin. Bon, oui, on s'habille. On est d'accord que c'est quelque chose d'assez normal. C'est sûr. Oh, oui. Bon. Surtout si on sort. Oui, il vaut mieux en fait. Chacun mieux. peut faire comme il veut, mais c'est sûr que c'est mieux. en général, on s'habille le matin, mais en fait, on se rend pas compte qu'avec cette action toute simple qu'on fait le matin, eh bien, on prend soin de nous-mêmes en même temps. C'est-à-dire qu'en choisissant ce qu'on veut se mettre sur le dos, on prend un petit peu soin de nous-mêmes en même temps, et on va voir en fait en quoi nos habits peuvent être un reflet de nous-mêmes ou de notre humeur, sans être trop catégorique, parce que des fois on prend le premier vêtement qui arrive, mais c'est aussi un reflet ça, ou ceux de qui nous-mêmes. Ou ceux qui sont lavés. Ceux qui sont lavés, mais ça les autres le savent pas. Non, ils savent pas. Mais c'est vrai que même quand disons qu'on a une grippe ou on se sent pas bien, là, tu sais, souvent on va s'habiller un peu tout croche, comme on va s'habiller en mou, comme on dit. Là. Mais c'est vrai, ça a une influence. Ça a une influence, et puis les autres vont aussi voir ce qu'on porte. Forcément, ouais. Nous, on n'en est plus conscient au bout de quelques minutes. L'habit ne fait pas le moine, mais encore. Mais il fait bien d'autres choses, l'habit, parce que en fait, on sait bien que des fois, quand on regarde simplement ça t'est déjà arrivé, regarder des défilés de mode, dernier cri ou une émission de télévision où on dit voilà ce qui va se passer. Et alors là, on peut dire oh sympa et tout, et puis on peut aussi bien être mort de rire. Maintenant, on voit beaucoup, je sais pas si tu as remarqué, des pantalons qui vont jusqu'aux épaules comme ça, et la ceinture se met autour du cou, presque. Enfin, c'est assez remarquable, le pantalon qui remonte un étage et tout. Ce que j'ai remarqué avec la mode, souvent, ils exagèrent les tendances. Oui, ça va être une influence de ça, mais c'est comme in your face, comme on dit. Là, c'est quelque chose qu'ils vont faire plus gros que ce que ça va être par après. Là. Alors là, en effet, le pantalon va peut-être monter de quelques tailles, de quelques on va centimètres. Il y a eu une époque où les hommes portaient leurs pantalons hauts. Très, très haut, oui. Mais ça va un côté élégant, ça on le voit fort avec des films anciens, là, avec les pantalons à pince assez hauts, etc. En haut du nombril, si je ne m'abuse. Oui. C'est assez haut. Et donc ça peut nous faire rire, on peut être un peu désappointé par ce qu'on peut voir. Et ce dont les chercheurs se sont rendus compte, c'est qu'il y a un effet du vêtement qui est un effet dopamine. Il est appelé aussi dopamine dressing ou dopamine dressing, c'est-à-dire que le fait de s'habiller de telle ou telle manière, ou un jour on va peut-être choisir une chemise jaune ou je sais pas des baskets vertes ou pétantes, on le fait par rapport à l'effet de dopamine que ça nous procure, au bien-être qu'on en dégage. Donc on va associer au plaisir. Tiens, aujourd'hui, ce matin, j'ai envie de me mettre ça. Et pourtant la veille on a préparé autre chose. Donc on se dit. Donc c'est vraiment associé au bien-être, et en plus de nos jours on peut même associer le fait de s'habiller à acheter moins mais mieux les vêtements. On en parle beaucoup ça dans tous les médias, c'est qu'on peut arriver à essayer de s'habiller, d'acheter moins de vêtements, mais d'essayer que ce soit plus en phase avec l'environnement, avec le développement durable, et pas acheter un pantalon, on voit qu'il fera qu'une saison et après on devra le jeter parce qu'il va être usé. Donc il y a une fierté qui peut être associée à se dire aujourd'hui je mets mon t-shirt, oui il m'a coûté autant, mais je sais que je vais l'user pendant 5, si pas 20 ans. Oui. Là, il faut voir la qualité. On parlait tantôt de l'époque précédente où les hommes portaient leurs pantalons hauts, mais la qualité était là. Souvent, ils achetaient des vêtements qui duraient. Oui. On payait plus cher pour l'époque, puis même pour aujourd'hui, ça serait plus cher. Sauf qu'à long terme, on était plus écologique jusqu'à un certain point. C'est ça. Et puis aussi, on mettait les beaux habits
le dimanche ou le week-end. Oui. Et on avait des habits de travail. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'ils s'usaient moins aussi, de cette manière-là. Ouais. Et aussi, on en prenait hyper soin parce que c'est pas des matières qui se lavaient facilement. C'est ça. Donc, on était très attentifs à ça. Mais bon, ça, c'est une autre époque. On peut aussi s'encourager de mettre des vêtements pour l'impact social qu'ils vont avoir. J'ai acheté quelque chose d'éthique, j'ai acheté quelque chose de québécois, avec ce qui court en politique pour le moment avec nos amis américains, n'est-ce pas? On peut se dire, oh bah tiens, j'ai acheté quelque chose qui vient ou du Canada ou du Québec. Ouais. Et moi, ce matin, je suis fière de marcher dans mon pantalon, dans mes chaussures, où j'encourage mon monde au Québec ou au Canada. Ouais. Voilà, ouais. C'est ça. Et ça peut éventuellement réduire le stress pour les gens qui ont l'éco-anxiété, de se dire, ce coton ou cette matière n'a pas voyagé depuis l'autre côté du monde. J'ai acheté justement un tissu qui est fait ici, peut-être pas un coton justement, mais autre chose qui est fait avec un tissu local et des cultures qu'on peut faire au Québec ou au Canada. Mais avec tout ça de base, tu sais, comme tu disais tantôt, si on aime une couleur, si on aime un type vestimentaire qui nous va bien, par exemple, tu sais, on va être heureux de porter ça, ça va nous rendre mieux dans notre peau, là. Oui, ça va nous rendre mieux dans notre peau, mais c'est parce qu'en fait, on est plus positif et on a confiance. Ouais. Quand on met un vêtement dans lequel, on a tous un vêtement où on se dit aujourd'hui l'acheter en triple parce qu'on est vraiment bien dedans, le mettrait tous les jours. Tout le monde s'est dit ça. Hein? Oui. Il y a des vêtements, c'est pourquoi j'ai pas acheté ça, mais si on savait l'avenir, on en aurait acheté 2-3. C'est ça, et on se dit, oh mais qu'est-ce que d'abord, je suis bien dedans physiquement, je me sens bien, et en fait, c'est une confiance qu'on a dans le vêtement, et on se sent positif dedans, on se sent juste nous-mêmes, en fait. C'est un vêtement qui est sans doute en adéquation avec notre humeur et la personne qu'on est. C'est un vêtement pour nous, là, qui nous va totalement. Là. Voilà, et en ça, c'est notre outil de thérapie, notre vêtement. Et la mode, au-delà de vêtements, donc peut-être un outil de thérapie. On peut aller choisir une mode qui nous convient, qui reflète notre image, qui est en accord avec nos émotions. Si on est quelqu'un d'expansif et qu'on adore mettre un tas de couleurs et d'être remarqué dans la rue, eh bien, faisons-le et puis ayons du fun et on se fait plaisir, on a encore plus confiance. Ouais. Et dans le fond, on partage avec le monde extérieur aussi qui on est. Oui, exactement. On s'affirme. Là. On s'affirme et les gens peuvent nous aborder. Ils voient un petit peu de notre personnalité dans nos habits. Ça se sent chez les autres. Oui. Si on est confiant, on est bien dans notre peau, ça se sent aussi. Donc, ça se reflète vers nous aussi. Voilà. Et puis aussi, les gens dans des vêtements originaux, je crois qu'ils passent aussi un message. Ou les gens qui ont un t-shirt avec un message dessus, je crois qu'ils doivent se faire aborder régulièrement. Ils passent leur message. Ce sont des gens qui ont peut-être envie de parler plus. Donc évidemment, si vous êtes quelqu'un d'introverti, etc., vous n'allez pas te remettre un t-shirt avec un gros message dessus ou vous n'avez pas envie qu'on vous saute dessus pour vous dire c'est quoi ce t-shirt, etc. Mais t'en parlais l'autre fois dans une autre chronique. Il y avait quelqu'un dans un transport en commun qui avait un t-shirt qui t'a porté à lui parler ou autre chose comme ça. Tout à fait. Et qui m'a porté parce qu'il disait vous qui lisez ce message dans mon dos, ayez une bonne journée. C'est un message très empathique, etc. Ouais. Et j'ai été lui parler, en effet. J'ai dit, super ce t-shirt. La personne qui est derrière, voilà. Donc, c'est sûr que ça peut créer du dialogue et ça peut être aussi quelque chose qui va nous réguler. Donc, on sait qu'on a une journée un petit peu avec des horaires un peu dingos, etc. On va peut-être aller choisir des vêtements qui vont être moins chaotiques, où on est bien dedans. On va peut-être justement choisir nos bons vêtements qu'on remet toujours, où on est bien dedans et il risque pas de se passer quoi que ce soit. Parce que des fois, enfin, les femmes, ok, pour mettre une petite robe, on dit elle est bien jolie, etc. Puis il peut y avoir des accidents de parcours. Ouais. Donc ce jour-là, on veut du bien-être, on va être bien, on va se mettre le vêtement de confort pour être sûr de traverser cette grosse journée bien longue, d'accord ? Donc c'est une manière de faire face à ce moment-là à un chaos de la vie ou en tout cas à un certain désordre. On peut aussi essayer de sortir de son confort, c'est-à-dire que si on est souvent habillé dans la même couleur. Moi, je sais pas, j'ai encore vécu l'époque des uniformes, je ne sais pas si tu as connu ça, où on était en bleu marine tout le temps. Et j'avais très, très difficile à une époque d'acheter autre chose que du bleu marine. Puis à un moment, je me suis lâchée, je me suis permis d'acheter autre chose et de me faire plaisir. Mais je vois que je dois toujours un petit peu sortir de ma coquille pour me dire,
allez, vas-y, va t'acheter quelque chose d'autre, parce qu'après, je suis contente de l'avoir acheté. Moi, j'aurais poursuivi dans le bleu marine, parce que c'est ma couleur favorite, le marine. Donc, Bon, mais je peux comprendre. tant mieux pour toi. Je peux comprendre, en éducation, des fois, on a des uniformes, c'est ça. On n'a pas le choix. Donc, on peut aussi se servir de nos vêtements pour nous émanciper, nous libérer un tout petit peu. Et même c'est par petite dose, hein. On peut commencer par une petite écharpe de couleur, on peut commencer par autre chose, et se dire, dans le fond, je vais à mon rythme et je me développe personnellement, ça passe par le vêtement. Il y en a qui osent prendre des risques beaucoup plus fous, hein, moi j'adore regarder les gens dans le métro, le bus ou la rue. Il y a des gens qui sont habillés de manière complètement excentrique et c'est très très intéressant. Ça leur va bien souvent. Ça leur va bien, et puis chacun fait ce qu'il veut, et puis je trouve ça fantastique de voir, parce qu'en effet ça passe quelque chose au-delà de la personne. On a envie on se dit, oh, wow, qu'est-ce que c'est des fois, on ressent original. on ressent presque le talent du design de cette personne-là. Tu sais, j'ai l'impression que la personne elle a un talent là, envers ses vêtements. Là. Oui, et moi, je passe souvent près d'une école de design. Je crois que c'est ça aussi que je croise pas mal de gens qui ont un physique, j'allais dire un physique éclaté, mais c'est l'habit éclaté. Et vraiment, c'est très intéressant. Donc, on peut se dire que c'est plus qu'une tendance, c'est plus que la mode. S'habiller, c'est aussi nous exprimer. Donc, nous autoriser à nous exprimer, à nous développer, à faire passer nos humeurs, nos émotions, combien on est à l'aise avec nous-mêmes, combien on est dans un bien-être, ou bien si on n'est pas bien, on peut être enfermé sur soi, passer inaperçu, vouloir être... je dis pas que les gens qui s'habillent en noir veulent passer inaperçus, mais je veux dire, on peut aussi être habillé de manière très ténue pour pas attirer l'attention, etc. Et si cette personne est bien comme ça, c'est fabuleux, tant mieux, parce que ce qui compte, c'est que de nous respecter nous-mêmes et de célébrer, de fêter notre individualité par le vêtement. C'est vrai. Ceci dit, c'est pas tous les matins non plus qu'on se lève en se disant je m'exprime ce matin. Non, des fois on va au plus vite, puis on se dit on regarde la météo aussi. Des fois ça peut influencer. C'est ça, et c'est ce qu'il y a sous la main, mais c'est aussi une expression dans le fond. Tiens, j'ai pas réfléchi aujourd'hui à ce que j'allais mettre, ou j'ai pas le goût. Il y a que ça qui est propre, donc je vais le faire. Ouais. Donc être bien dans ses vêtements, pour répéter une chercheuse qui a travaillé sur l'habillement, c'est aussi être bien dans sa vie. Donc si on est en harmonie avec son vêtement, on peut être bien. C'est une expression que ça va dans la vie aussi. Et surtout que maintenant, je voulais vraiment signaler ça, c'est que maintenant, toutes les formes de corps sont plus permises. Et toutes les formes de mode, en fait, il n'y a plus de mode comme dans les années 80, où avant, c'était disco, sinon c'était ringard, etc. Maintenant, en fait, les gens s'habillent comme ils veulent. On le voit dans les publicités, c'est une belle chose qui est arrivée. On le voit dans les publicités qu'il y a toutes sortes de formes de corps. Ça, c'est un gros changement avec avant. Hein. Exactement. Donc, osons être nous-mêmes, ça c'est mon dernier mot, est vraiment... Osons les couleurs ou pas les couleurs, je veux dire les couleurs sombres ou les couleurs pétantes. Chacun doit avoir le vêtement comme une expression de lui-même. Il y a des gens qui s'habillent toujours en noir, puis c'est une signature. Oui, exactement, tout à fait. Et ça leur va très bien. Et... Moi, je suis en noir aujourd'hui, ça arrive souvent au studio, je suis en noir, je sais pas pour quelle raison. J'aime le noir aussi, mais en tout cas pour d'autres raisons. Oui, mais c'est pas une critique, c'est vraiment dire, chacun a en effet sa signature et sa manière d'être bien. Et si tu es bien dans ton vêtement, ça va se voir aussi, ça va se percevoir. Oui, puis ça va avec la personnalité. On va bien sûr, comme d'habitude, mettre certains liens en rapport au sujet, donc sur notre site antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce, sous ta chronique, donc d'aujourd'hui, qui est donc Je m'habille pour aller mieux. C'était intéressant, fort intéressant comme d'habitude. Catherine, merci beaucoup. Merci Yvon. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous sommes maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les maladies psychosomatiques. Oui, les fameuses maladies psychosomatiques, on en parle souvent. Ouais. C'est rentré dans notre culture. Moi, j'en parle souvent, puis à plein de gens, puis j'y crois. Là. Fait que je suis intéressé par ton sujet encore plus que je suis toujours intéressé. Là. Mais cette semaine, je pense, c'est encore plus intéressant pour moi. C'est quelque chose qui existe et c'est prouvé médicalement. J'ai un premier article sur lequel je suis tombé sur Internet. C'était plutôt pour avoir une définition de qu'est-ce que le mot, qu'est-ce que l'expression veut dire. Alors, c'est sur le site Clinique Porte
Heure qui s'écrit E-U-R-E. Alors, c'est écrit psychosomatique, ça vient du grec ancien. C'est le mot psyché, qui veut dire l'esprit, et le mot soma, S-O-M-A, qui veut dire le corps. Et la paternité, si on peut dire, de ce terme revient à un psychiatre allemand du nom de Johann Einroth, qui est décédé en 1843. Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'intéresse à la question. Et le terme psychosomatique désigne des troubles occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques. Soit la somatisation. Il concerne l'ensemble des effets de l'esprit sur le corps humain. Le corps et la psyché sont intimement liés. L'un ne peut vivre sans l'autre et ils sont en constante interaction. Et ce que j'aime dans ça, pourquoi je m'intéresse aussi à ça, je trouve qu'on dissocie pas le mental et le physique. Tu sais, ce qui arrive souvent, on dit souvent la santé mentale, la santé physique, mais c'est un tout. Alors, le psychosomatique, je trouve que ça vient résumer ça, puis je pense que c'est important. Oui. Ça vient comme donner l'information que tout est relié, puis il ne faut pas annuler un ou l'autre. Mais tu aurais fait un bon psychologue, je pense. Oui, c'est sûr. Mais j'aime beaucoup ça, je trouve ça, j'y crois beaucoup. Là. Il y a beaucoup de logique là-dedans aussi. Alors, dans un autre article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Maladie psychosomatique, : définition, liste et traitement ». Ça, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle passeportsanté.net. Un site français. Alors, c'est écrit par une dame du nom de Peggy Cardin-Changuizi. J'espère que je prononce bien. Elle est journaliste santé et par la docteure Maria Ejnar. Si elle nous écoute, comme on dit souvent, on s'en excuse si tu le prononces pas bien. On s'en excuse. Mais oui, exactement. Alors, cette Madame Peggy Cardin-Changuizi nous dit « Les maladies psychosomatiques présentent des symptômes d'ordre physique dont l'origine est au moins en partie liée à l'état psychique. Elles apparaissent donc comme l'expression corporelle de tensions psychologiques. Comme disait Freud, le psychique fait alors un saut dans l'organique. Des douleurs, des paralysies, des crampes, des spasmes, des crises convulsives, les maladies psychosomatiques se matérialisent par des symptômes physiques qui affectent un organe et dont les causes sont essentiellement émotionnelles. Ces causes psychologiques peuvent être brutales, comme par exemple suite à un décès, un divorce, suite à une séparation, un accident ou une perte d'emploi. Elles peuvent provoquer la chute brutale de nos défenses naturelles et engendrer un trouble. Mais il y a encore plus. Madame Maria Ejnar nous dit « La chute des défenses naturelles qui peut provoquer une maladie ne résulte pas uniquement d'un traumatisme. Elle peut survenir chez les personnes ayant un niveau d'anxiété durablement élevé ou présentant des états dépressifs ou encore vivant dans des situations de détresse morale, de stress ou de tension de manière prolongée. Lorsque ces conditions durent longtemps, l'appareil psychique épuisé peut cesser d'être capable de maintenir l'équilibre et cherche à décompenser ailleurs. On estime que 38% des femmes et 26% des hommes sont touchés par une maladie de ce type à un moment de leur vie. Madame Ejnar nous dit « Les hommes viennent moins consulter et ont plus de mal à accepter la causalité psychique que les femmes. De plus, ils ont davantage recours à des produits psychotropes comme l'alcool et le cannabis, par exemple, pour gérer les émotions, qu'elles soient liées aux tensions internes, comme des conflits intérieurs, aussi bien qu'externes liés au stress. Généralement, les troubles gastro-intestinaux comme le fameux ulcère de l'estomac, constituent les maladies psychosomatiques les plus fréquentes. C'est vrai que quand on a des troubles, on sent du stress, on a souvent, ça peut être de la misère à digérer, on a mal au ventre souvent. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est aussi quand il y a un relâchement, tu sais, mettons, il y a un gros stress pendant longtemps, puis tout à coup, tu règles la situation. Le corps, comme relâche l'affaire, puis là, il se passe quelque chose, soit tu vas avoir une grippe de fou, tu sais, puis c'est presque impossible de se prémunir contre ça, même ça si va on tellement le sait. Ensemble, fait qu'il faut essayer de le faire, mais c'est très difficile. Oui. Il y a aussi les maladies de peau, si elles ne sont pas liées à une affection ou un virus, auraient aussi une origine psychique. Par exemple, le psoriasis, les verrues, l'herpès. Il y a ce
qu'on appelle la coupe rose, qui se manifeste par des vaisseaux rougeâtres apparents de façon passagère ou permanente dans le visage. Il y a aussi ce qu'on appelle les dartres, qui apparaissent sous forme de petites plaques rosées et rugueuses, une forme de sécheresse cutanée souvent reconnue et traitée à tort comme des mycoses. Et il y a ce qu'on appelle aussi les aftes, APHTES, une ulcération douloureuse localisée dans la bouche qui apparaissent en cas d'anxiété et d'émotivité. Ouais. Madame Ejnar nous dit, l'anxiété se trouve à la base de ces symptômes. Elle se définit comme un sentiment de manque de sécurité intérieure. Le sujet qui n'a pas acquis le sentiment de sécurité intérieure s'inquiète donc pour tout. Ces troubles concernent aussi les enfants. Par exemple, le nourrisson incapable de parler de son mal-être va exprimer sa détresse d'une autre façon avec l'eczéma, avec l'insomnie ou l'asthme. Madame Ejnar nous dit « L'expression des émotions est une notion clé dans l'évitement de nombreux troubles psychosomatiques. En effet, ce sont souvent les émotions réprimées, comme par exemple la tristesse ou la colère, qui viennent s'exprimer par des décharges directes dans le corps, provoquant des symptômes physiques. Un mauvais état psychologique peut également entraîner des angines, des bronchites ou des rhinopharyngites. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je vais essayer de me calmer un peu pour pas me mettre à mal digérer. Et de t'exprimer au lieu que ça s'imprime, comme on dit souvent. Donc, on va continuer quand même plus tard à l'émission à l'Espresso allongé avec le même sujet. À venir dans l'émission, Aurore Hulin-Moka présente Nightline, un service d'écoute pour les étudiants. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet « Les maladies psychosomatiques ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous écoutez présentement l'émission Folie Douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Madame Aurore Hulin-Moka. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, vous êtes porte-parole de Nightline. Vous êtes en France, on vous appelle en France, et c'est un service qui existe auprès des étudiants. J'aimerais ça que vous puissiez me décrire ce que c'est Nightline. Oui, bien sûr. Alors Nightline, c'est une association étudiante, donc qui est portée par des bénévoles étudiants et étudiantes, et qui sont accompagnés par des professionnels. Et c'est une association qui a pour but d'améliorer la santé mentale des jeunes, et dont l'activité principale, c'est une ligne d'écoute, donc qui est tenue par des bénévoles écoutants et écoutantes. Et elle est arrivée en France en 2016, mais en fait, il y a quelque chose qui existe depuis les années 70 à peu près dans des pays anglo-saxons. Et donc, pour la petite histoire, en fait, c'est un étudiant irlandais qui a fait un séjour en France et qui s'est rendu compte qu'en fait, les nightlines qui existaient chez lui n'étaient pas du tout présentes là où il était. Et donc, il a monté la première nightline en 2016 à Paris. Et depuis, ça a un petit peu grossi. Et on est présent maintenant dans 9 villes en France et dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne, je crois, en Belgique aussi. Et donc, notre activité, c'est vraiment centrée autour de la ligne d'écoute, qui est à destination des étudiantes et des étudiantes, et qui est une ligne d'écoute nocturne qui est ouverte tous les soirs de 21h à 2h30. Et c'est essentiellement, on vise essentiellement des étudiants universitaires? Oui, c'est ça. La ligne d'écoute concerne vraiment les personnes qui sont en cours d'études, et à côté, on a d'autres activités qui sont beaucoup plus larges. Par exemple, le kit de vie qui est présent sur le site internet. On a aussi des ateliers qui sont ouverts à tous les jeunes
où là c'est beaucoup plus large, mais la ligne d'écoute c'est vraiment pour les personnes en cours d'études. Oui, et ça, les chiffres m'ont impressionné. On parle de 18 000 appels environ de façon annuelle. C'est quand même beaucoup de monde, donc beaucoup de détresse ou beaucoup. Est-ce que ce n'est pas que des problèmes extrêmement graves, mais il y a certainement des interrogations de la part des étudiants. Comment on pourrait décrire ces appels-là qui sont reçus chaque année? Oui, c'est ça. Environ 17-18 000 de contacts par an. Je pense que pour le contexte un petit peu, on a il y a un type d'écoute à Nightline où en fait on respecte, les bénévoles qui écoutent respectent 4 principes. C'est la non-directivité, l'anonymat, la confidentialité et le non-jugement. Ce qui fait qu'en fait on va pas du tout orienter la discussion, contrairement à entre copains ou même avec des professionnels de santé. Nous, à Nightline, on ne dirige vraiment pas la discussion, mais c'est vraiment la personne qui nous appelle qui peut parler vraiment de tout et de rien. Et donc je pense que c'est une écoute qui est assez unique et qui peut intéresser beaucoup de gens, ce cadre-là, donc non directif et sans jugement, je dirais. Et oui, on dit aussi à Nightline qu'il n'y a pas de petits problèmes et que tout le monde peut vraiment nous appeler pour X ou Y raison, juste pour vider son sac. Oui, c'est pas rare chez les étudiants universitaires. Souvent, ils ont de la pression, ils se sentent peut-être dépassés. Des fois, c'est une nouvelle expérience. Les gens sont pas nécessairement habitués au type d'études, peut-être universitaires, donc ont besoin de parler. Ne serait-ce que ça peut déjà désamorcer beaucoup de problèmes. Oui, c'est ça, clairement. Après, sur les thématiques qui nous touchent, c'est très très varié et c'est très dur de faire des généralités sur le contenu des appels. Mais ça va vraiment du contenu des études, du stress, de la pression, de l'orientation, du rapport au monde, du rapport aux autres. Enfin, c'est vrai que c'est très très large les thématiques qu'on rencontre dans les appels. Est-ce que les étudiants sont très familiers avec ce service ou vous avez quand même sans cesse à vous faire connaître ou à publiciser le tout? Est-ce que c'est une bonne habitude qui est déjà prise par beaucoup d'étudiants? Comme c'est quand même quelque chose d'assez récent, on continue de se faire connaître, de faire des actions de proximité, des stands, des choses comme ça. Mais effectivement, il y a des lieux où on commence vraiment à être de plus en plus connus. Je pense particulièrement à Paris, où c'est là où a été créée la première Nightline. Mais oui, on continue de toute façon à montrer qu'on est là, à exister. Et puis on se développe aussi. On a une ligne francophone et aussi une ligne anglophone. Donc il y a tout plein de thématiques à partager aux étudiants pour qu'ils et elles soient au courant. Ce qui est bien intéressant aussi, je pense que vous développez des sentinelles étudiantes. On parle beaucoup de sentinelles, même ici au Québec, les gens qui peuvent justement désamorcer des gens peut-être du milieu de ces personnes-là qui ressentent certaines problématiques de santé mentale plus ou moins importantes. Les sentinelles sont importantes aussi pour aider les gens en détresse. Ouais, c'est justement une autre action qu'on mène en parallèle de la ligne d'écoute à Nightline, c'est de former des jeunes à reconnaître les signes de détresse psychologique chez leurs pairs, dans leur communauté. Donc on cible, souvent c'est par université, on va toucher des étudiants d'université et leur apprendre en la formation dure une journée et demie à reconnaître les signes de détresse, qu'est-ce qu'il faut noter dans le comportement des gens, qui peut mettre la puce à l'oreille, avec toute une partie aussi sur la question du suicide, comment identifier les risques suicidaires chez les gens, et pouvoir ensuite les orienter et leur donner des ressources adaptées. Donc voilà, c'est aussi une autre dimension qu'on fait, qui est présente effectivement à la fois dans la formation Sentinelle, mais qui existe aussi sur la ligne d'écoute, où on fait un gros travail d'écoute, mais on fait aussi de l'information. Et donc, si jamais les personnes qui nous appellent ont des questions, nous demandent des informations, on peut aussi les leur donner. Oui, nous sommes en compagnie de Aurore Hulin-Moka, vous êtes porte-parole de Nightline. Est-ce que j'imagine le fléau du suicide est aussi important en France qu'ici au Québec? On a l'impression qu'on peut jamais faire tomber un peu les statistiques. On a l'impression qu'il y en a toujours trop. Il y a toujours des décès de trop. Finalement, un décès par suicide, c'est un décès de trop. Quelle est la situation en France selon vos observations? Effectivement, la thématique du suicide est quand même quelque chose qui revient dans les appels qu'on a, dans les contacts. Et c'est effectivement quelque chose c'est une réalité qui est là, qu'on néglige pas.
et qui est présente aussi dans la formation initiale de nos bénévoles. On a toute une partie qui est vraiment consacrée au suicide, à comment réagir quand quelqu'un nous parle de ça. Et oui, c'est sûr que dans la mesure où c'est aussi quelque chose qui a des causes sociales, on essaie à la fois à l'effet l'individuel dans les échanges qu'on a à Nightline avec les gens qui nous contactent d'en parler, mais aussi on fait des plaidoyers, on fait toutes sortes de choses pour améliorer à échelle plus collective et systémique la santé mentale, et j'espère que ça pourrait avoir une incidence un jour sur les taux de suicide. Oui. Est-ce que la santé mentale demeure quand même tabou en France? On suit un peu, je pense qu'un peu partout, on évolue à ce niveau-là, au niveau de la santé mentale. Ça reste un sujet qui est souvent difficile, puis souvent, en théorie, tout est beau. Les gens sont tous pour la démystification de la santé mentale. Quand ça nous touche, des fois, on a un certain malaise avec ça. Comment vous la voyez, la santé mentale en France actuellement? Alors oui, le tabou, je vous rejoins totalement dessus. C'est sûr qu'il y a encore un tabou sur cette thématique-là. Sur le suicide aussi, effectivement, c'est quelque chose qui est pas encore que les gens, des notions avec lesquelles les gens sont pas encore forcément à l'aise. Mais je saurais pas vraiment faire de généralité en France, surtout que moi je suis très biaisée parce que je suis bénévole dans une association sur la santé mentale. Donc en fait, c'est quelque chose moi avec lequel je travaille au quotidien, c'est des notions avec lesquelles je suis très familière. Donc pour moi, effectivement, c'est plus du tout tabou parce que je vis un peu avec, mais en France, je saurais pas faire de grandes généralités. Et qu'est-ce qui fait que les étudiants embarquent? Parce que je pense que vous avez un certain succès, autant les autres Nightline qui sont un peu partout dans 5 pays européens, si j'ai bien lu, là, dont la France. Qu'est-ce qui fait que les étudiants embarquent? Parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des bénévoles, il faut qu'il y ait des pères aidants, si on veut, ou en tout cas des sentinelles. Mmh. Oui. Le mot de père aidant est tout à fait juste parce qu'effectivement, c'est vraiment cette démarche-là qu'on a à la ligne d'écoute de former des personnes qui sont étudiantes et qui vont répondre à d'autres personnes étudiantes parce qu'on a ce constat qu'en fait, quand on partage un peu une réalité commune, on va pouvoir être plus à l'aise avec les gens qui sont dans la même situation que nous, plus empathiques. Donc effectivement, on fonctionne sur le pair à pair et on forme très régulièrement de nouveaux et de nouvelles bénévoles chaque année. Donc on a plusieurs formations. C'est des formations qui sont sur 2 week-ends, donc 4 jours, et qui visent justement à former donc nos bénévoles au principe de la ligne d'écoute, à la prise en charge du suicide, des choses comme ça. Ouais. Comment vous voyez, disons, c'est quand même assez récent en France, mais comment vous voyez la suite pour Nightline? Ça semble être bien parti. J'imagine qu'il y a beaucoup d'espoir sur les développements, puis d'augmenter encore plus les gens que vous allez rejoindre, mais comment vous le voyez personnellement, le rôle de Nightline dans les prochaines années? Oui, c'est sûr qu'on est en pleine croissance là ces dernières années, avec de nouveaux plateaux d'écoute qui ont ouvert dans les villes de Reims. Donc, plein de projets de nouveaux territoires où s'implanter. On projette aussi de s'implanter dans les territoires d'outre-mer avec la frise de la santé mentale peut-être, avec le dispositif du kit de survie, du kit de vie. Donc on est quand même sur une expansion. Et en même temps, je pense qu'en fait, on vient répondre à un besoin qui est présent dans la population, chez les jeunes. Et donc, c'est super chouette de pouvoir y répondre. Et qu'est-ce que c'est, le kit de vie? En gros, le kit de vie, c'est une page sur notre site qui donne des outils, des petits quiz, des choses comme ça pour avoir des ressources sur la santé mentale, pour pouvoir s'éduquer et avoir des petites billes, des clés de lecture de son rapport à la santé mentale. Ça permet un peu de prendre du recul et d'être un peu dans ce travail-là d'analyse, mais ça donne aussi des ressources. Voilà, c'est un petit jeu de mots avec kit de vie, kit de survie, mais spécialisé sur la santé mentale du coup. Non, c'est intéressant, c'est simple, accessible et ça permet aux gens de prendre un sujet très complexe en réalité, qui est assez complexe, pour le rendre le plus simple possible et le plus accessible possible. C'est fort intéressant. Il nous reste encore quelques instants pour l'entretien. J'aimerais que vous puissiez mentionner à nos auditeurs, comment on peut vous trouver. Il y a des réseaux sociaux, il y a un site web. Comment on peut trouver Nightline France? Oui, alors
On a un site internet, donc juste en rentrant Nightline ou Nightline France en l'occurrence, vous pouvez très facilement tomber sur le site, c'est le premier lien qui sort. Et à partir de là, donc il y a tout plein d'infos, les numéros pour nous contacter, chaque ville, l'accès au chat. Je crois pas que je l'ai dit, mais du coup on fonctionne par téléphone, mais aussi par chat. Ouais, c'est intéressant. Si jamais les gens peuvent pas parler à voix haute, sont plus à l'aise avec l'écrit, tout ça, donc on fonctionne aussi par chat. Effectivement, sur les réseaux sociaux. On pourrait chercher Nightline France. Merci beaucoup. C'est fort intéressant. C'est intéressant d'apprendre un peu comment ça se passe de votre côté de l'Atlantique. Alors, merci beaucoup, Aurore Hulin-Moka, d'avoir été des nôtres. Vous êtes porte-parole de Nightline et au plaisir de se reparler. Avec plaisir. Au revoir. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. Nous poursuivons micro avec ton sujet entamé plus tôt, Pierre, les maladies psychosomatiques. Oui, j'avais envie de dire les fameuses maladies psychosomatiques parce qu'on en parle tellement et depuis longtemps, mais c'est une réalité et c'est confirmé par les médecins d'ailleurs. Et même si on en parle beaucoup, je trouve qu'il n'y a pas tant de monde qui est au courant, je ne sais pas pour quelle raison. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont dire, t'as une maladie imaginaire. Ouais, on entend ça souvent. C'est dans le langage, puis ça a quelque chose de dégradant un peu ou de condescendant. Non, c'est ça. Puis en sachant que ça existe, ça, je trouve qu'on peut essayer de prévenir aussi, tu sais, parce que on dit souvent, tu sais, le stress, différentes affaires. Fait que si on peut comme prévenir ça, en sachant que ça existe, ben ça peut pas nuire à notre santé. Là. La prévention, c'est toujours bien. Oui. Alors, j'ai pris, j'étais rendu à lire un article qui s'appelle Maladies psychosomatiques. 2 petits points, définition, liste et traitement. J'ai pris ça sur le site Passeport Santé, écrit par une dame du nom de Peggy Cardin-Changuizi, qui est journaliste santé, et aussi par la docteure Maria Ejnar. Alors, cette docteure Maria Ejnar nous dit un mauvais état psychologique peut entraîner des angines, des bronchites ou des rhinopharyngites à répétition, car elle nous dit que l'épuisement de nos ressources psychiques provoque la fatigue et affaiblit le système immunitaire. Les maladies infectieuses sont d'autant plus graves pour l'individu que son système immunitaire est affaibli. Le stress, la surcharge psychique, le manque de sommeil et la fatigue affaiblissent le système immunitaire et nous rendent plus vulnérables aux infections. Je pense que c'est beaucoup là, en fait, qui est l'explication. Oui, c'est vrai. Alors, les maladies auto-immunes sont un autre exemple d'affection dont le développement est lié aux facteurs psychologiques. L'existence de conditions psychologiques défavorables, comme je disais tantôt, ça peut être suite à un deuil, ça peut être un traumatisme, c'est observé, mais les relations entre ces facteurs sont encore peu connues, même aujourd'hui. L'hypertension artérielle et les migraines font également partie des symptômes de ces maladies. Les symptômes des maladies psychosomatiques sont très différents selon les personnes. Madame Ejnar nous dit que certains symptômes peuvent coexister chez la même personne. Notamment en ce qui concerne l'adrénaline, son action stimule le système nerveux central et peut donc influencer plusieurs fonctions organiques, y compris celles de l'intestin, par exemple, et ceci de différentes façons, par exemple en provoquant des contractions. L'ensemble psyché et physique est complexe. On parle parfois de névrose d'organes, aussi bien au niveau du cœur que du système digestif. En cause, les stress et l'anxiété chronique, les conflits psychiques souvent inconscients comme dus à la peur, à une fureur, à des colères inexprimées, au refoulement, etc. Et des événements douloureux comme le divorce, le deuil, l'alcoolisme, des souvenirs d'abus sexuels, des contrariétés, etc. L'effet cumulatif peut causer des troubles psychosomatiques et aussi des événements plus mineurs, comme ça peut être tout simplement les tracas de la vie quotidienne qui peuvent influer. Oui, et vivre dans des milieux qui sont pas sécurisants ou qui sont stressants au quotidien, ça va miner, puis ça va justement provoquer différentes problématiques comme ça psychosomatiques. Ça se fait tranquillement, mais sûrement. D'où l'idée de dire, essayons d'avoir une vie le plus équilibrée possible avec des gens qui sont bien autour de nous. Tu sais, c'est facile à dire, mais c'est quand même ça. À la fin, ça fait longtemps qu'on entend la fameuse chose. Tu vas te rendre malade à travailler comme ça. Tu vas te rendre malade avec ce que tu sais, les gens sont trop stressés, donc ils mangent mal, ils vont mal gérer. Fait que tout s'ensuit. Ça s'enchaîne. Quand tu as un environnement qui te
complet, ça va aider à être en meilleure santé. C'est pour ça qu'on a besoin de vacances aussi. Aussi. Au soleil, là, on est bien. Oui, ça nuit pas. Ouais. Alors, madame, la docteure Maria Ejnar nous dit, à cela se greffent aussi des profils psychologiques pouvant accélérer des processus physiques tels que une prédisposition au surmenage, le refus de demander de l'aide, un tempérament agressif, des profils de personnalité caractérisés par une hyper-réactivité au stress. Or, on sait aujourd'hui que le stress modifie l'équilibre nerveux, immunitaire et hormonal de l'organisme, pouvant provoquer ou favoriser de nombreuses pathologies. Elle continue en disant, avant de poser le diagnostic d'une maladie psychosomatique, il faut exclure l'existence d'un trouble organique nécessitant un traitement médical, un examen physique complet et des examens complémentaires en biologie, en radiologie, et obtenir l'avis de spécialistes sont nécessaires pour s'en assurer. Au-delà du traitement symptomatique, les psychothérapies sont indiquées. Elle nous dit, Mme Ejnar nous dit, la thérapie de cohérence qui permet de mettre à jour les vérités émotionnelles ancrées dans l'esprit, souvent pendant l'enfance et l'adolescence. C'est une nouvelle mode, mais il existe un large spectre de psychothérapies qui peuvent être bénéfiques pour soigner les affections psychosomatiques. Les psychothérapies psychodynamiques qui est d'inspiration psychanalytique, ont une grande efficacité dans le traitement de causes profondes. Finalement, en conclusion, les techniques cognitivo-comportementales dont fait partie la thérapie de cohérence et notamment la relaxation ou la méditation permettent de mieux gérer les émotions afin d'éviter le débordement émotionnel dans l'aspect physique. Il appartient donc au psychothérapeute de choisir l'approche adaptée à chaque patient qui souffre en fonction de son fonctionnement psychique particulier. Et ça arrive souvent, tantôt, tu parlais dans le premier segment, tu disais les gens ont soit des éruptions cutanées ou différentes choses. Ça arrive souvent que les gens sont au courant, ils savent que c'est ça. Ils s'en doutent. Ils se disent à chaque fois que j'ai telle sorte de stress ou telle sorte de période où je ressens telle affaire, il m'arrive telle affaire. Fait que, tu peux en déduire. Des fois, quand tu es un peu à l'écoute de toi, là, tu finis par le savoir. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de prévenir ça. Pas toujours facile. Non, certainement non. Ça prend un cheminement aussi de pouvoir s'interroger. Oui, on s'en aperçoit. Il y a des amis aussi qui vont nous le dire. Eux, ils vont nous voir peut-être mieux qu'on se voit nous autres mêmes. Ils vont dire quand il arrive telle chose, me semble que t'es pas en forme ou il arrive telle affaire. Des fois, ils vont le savoir parce que ça leur est arrivé à eux autres. Exactement. Aussi. Merci beaucoup pour ça, Pierre. Donc, les maladies psychosomatiques. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous, Pierre. Merci beaucoup pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet de cette semaine, les maladies psychosomatiques. C'est un sujet bien intéressant. On a appris à mieux connaître encore ce sujet super intéressant. Merci pour ça. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était avec nous en début d'émission. Son sujet, je m'habille pour aller mieux. Et notre invité, plus tard dans l'émission, Aurore Hulin-Moka, nous a présenté Nightline. C'est un service d'écoute pour les étudiants. Nightline. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.